Bonjour à l'auditoire de Radio Infocité et à l'animateur Monsieur Drolet. Il m'est un plaisir aujourd'hui de parler des résultats des élections fédérales lundi dernier, donc le 20 septembre 2021, avec un politicologue de renom, le professeur retraité de l'Université Laval, Louis Balthazar, qui nous joint à l'instant, lui, auteur de plusieurs livres sur l'histoire du nationalisme au Québec. Bonjour, professeur Balthazar. Bonjour, professeur Cornette. Alors, un bilan de votre point de vue comme politicologue de ces élections. Eh bien, ce sont des élections inutiles. Voilà un premier bilan. Il fait qu'on n'a peut-être pas grand-chose à dire parce que, chose étonnante, je pense que ça s'est jamais vu dans l'histoire du Canada qu'une élection ait autant ressemblé, que les résultats d'une élection aient autant ressemblé à la précédente. Alors, on est porté à dire que c'est inutile et évidemment de reprocher à Premier ministre Trudeau d'avoir déclenché cette élection, dépensé 600 millions de l'argent public pour une élection inutile. À son crédit, cependant, il faut dire que les gouvernements minoritaires dans l'histoire du Canada ont rarement, très, très rarement, duré plus que 2 ans. C'est donc presque une tradition. On s'attend, au bout d'à peu près 2 ans, à ce qu'un gouvernement minoritaire tombe. Cette fois-ci, il n'est pas tombé par un vote des partis d'opposition, mais par une décision du premier ministre qu'on lui a reproché. Mais encore une fois, et on lui a reproché d'avoir fait ça en temps de pandémie. Mais à son crédit, encore une fois, il y a eu 4 élections provinciales en temps de pandémie qui se sont déroulées passablement bien. Des périodes probablement pires que celles que nous vivons à l'heure actuelle, et personne ne leur a reproché. Donc, il fallait évidemment, c'était un outil de campagne électorale de faire ça sur le dos de Justin Trudeau, dont le comportement était semblable à la plupart des premiers ministres qui sont en gouvernement minoritaire. Et oui. Évidemment, Justin espérait obtenir une majorité, mais un peu parce que sa campagne a très mal commencé, qu'il a, je pourrais dire, presque paresseusement commencé sa campagne, ben, il n'a pas obtenu la majorité dont il rêvait. Alors, évidemment, nous nous retrouvons gros gens comme devant, comme nous l'étions au mois de juin, au mois de juillet dernier. Oui, il faut dire aussi qu'il a déclenché ces élections alors que ça semblait bien aller, sa façon de gérer, d'administrer la pandémie. Il comptait sur cette réserve d'égards positifs envers lui, envers le Parti libéral du Canada. Aussi l'a-t-il fait dans la foulée de la nomination de la nouvelle gouverneure générale qui, elle, est des Premières Nations. Ouais. Donc, il avait rassemblé les effectifs. Ça semblait positif, mais je tiens à signaler, comme vous l'avez mentionné, professeur Balthazar, on l'a fait en pleine pandémie et on sait maintenant que le taux de pourcentage de ceux et celles qui pouvaient voter se situe autour de 58,23%, ce qui est plus faible que les élections précédentes. Et surtout, ce qu'on constate, c'est que les jeunes ont moins voté dans ces élections fédérales. Ça, c'est troublant. C'est troublant. Aussi faut-il signaler, comme vous avez très bien souligné, professeur Balthazar, de voir une suite d'élections avec des résultats mitigés, des gouvernements minoritaires. Je me suis demandé,
est-ce qu'on va suivre le paradigme d'Israël qui a eu 4 élections de suite Oui. avec des résultats fort mitigés? Ouais. Fort heureusement, notre situation est bien différente de celle d'Israël parce que, contrairement à Israël, M. Trudeau est capable de former un gouvernement. Il peut avoir l'appui et il a le choix. Hein. C'est difficile de penser à une législation sur laquelle il n'obtiendrait pas l'appui d'un des 3 partis. Si la législation est un peu trop à droite, les conservateurs vont l'appuyer. Si la législation est progressiste, le NPD va l'appuyer. Et il y a des cas, encore une fois aussi, où le Bloc peut être le seul à appuyer M. Trudeau. Donc, il peut gouverner fort bien. Tandis qu'en Israël, c'était le véritable blocage, hein, impossible de gouverner. Donc, on n'en est pas là. On peut souhaiter et supposer que M. Trudeau gouverne cette fois-ci pendant un bon 2 ans, peut-être même un petit peu plus. Il pourrait, à la limite, être là pour 4 ans, étant donné les choix qu'il possède. Certains ont parlé d'un gouvernement de coalition. Monsieur Jean-François Lisée, dans Le Devoir cette semaine, a proposé une alliance entre le Parti libéral et le NPD qui pourrait devenir éventuellement un seul parti progressiste en offrant des postes dans le cabinet au NPD. Je ne crois pas que cela se produise. Ça n'est pas dans la tradition du système parlementaire britannique que d'avoir des gouvernements de coalition. Au Canada, on en a eu une seule fois au moment de la Première Guerre mondiale, au moment où on se disait qu'il fallait l'unité de la nation à tout prix. On n'en est pas là du tout. Et finalement, plus intéressant qu'un gouvernement de coalition, la situation donne beaucoup de flexibilité au gouvernement. Donc, ce qui est à prévoir, ce n'est pas une coalition, mais un appui, à supposer ce que moi je souhaite personnellement, que les politiques penchent du côté progressiste. Et alors là, M. Trudeau pourrait gouverner comme son père l'avait fait en 72-74, fonctionner avec l'appui constant du NPD, sans que ça soit une coalition. Mais chaque projet de loi, le NPD pourrait appuyer si ce sont des mesures progressistes. Alors voilà, on en a pour un certain moment et on peut souhaiter. Il y a, durant cette campagne électorale, il y a des points qu'on a presque évacués, presque oubliés. Par exemple, la politique internationale. On n'a presque pas parlé de ça. C'est peut-être révélateur d'une nouvelle mentalité, révélateur aussi de l'inaction du gouvernement dans ce domaine-là depuis bon nombre d'années. Hein. Il y a des années où le gouvernement du Canada se faisait remarquer sur le plan international. La dernière fois que c'est arrivé, c'est sous M. Chrétien, avec ministre des Affaires étrangères. Vous allez peut-être m'aider, j'oublie son nom, malheureusement, signe de vieillesse. Ministre des Affaires étrangères. Lloyd, vous parlez de Lloyd? Lloyd, oui, ça c'est son prénom. Oui. Axworthy. C'est ça, oui. À Winnipeg. Monsieur Axworthy, aux alentours de 1996-97, a lancé une politique remarquable au sujet de la lutte aux espaces miniers, aux champs de mines, et il a rallié un grand nombre de pays là-dessus. Les États-Unis n'ont pas voulu embarquer et pour cause. Il s'est fait remarquer là-dessus comme un ministre vraiment avec des idées vraiment nouvelles et
promoteur de la paix. Donc, mais depuis ce temps-là, et puis évidemment, il y a la grande tradition de Lester Pearson et de la présence du Canada dans les contingents de la paix. En 2015, quand Justin Trudeau a été élu, il promettait de revenir, we are back, hein, disait-il, sur le plan international. Il ne l'a pas fait vraiment. Notre présence est encore minime sur le plan des contingents de la paix des Nations unies. Mais il faut se souvenir que là-dessus, le Canada s'était fait remarquer en pleine guerre froide quand Lester Pearson, le premier, a proposé ces contingents de la paix par un vote spécial à l'Assemblée nationale des Nations unies. Alors, c'est un peu dommage parce que le Canada, puissance moyenne, un pays riche, peut se jouer un rôle sur le plan international, mais pour toutes sortes de raisons. Des raisons peut-être un petit peu égoïstes. Sur le plan de l'aide à l'étranger, par exemple, le Canada est encore assez réservé, bien en dessous du 2% qu'on avait proposé jadis aux Nations unies, 2% du produit national brut qui irait à l'aide à l'étranger. Alors, c'est un peu dommage. Et puisque vous le mentionnez, la politique étrangère, quelle ironie que, parce que le climat et les changements climatiques, le réchauffement de la planète est venu au cœur de cette campagne fédérale, que ce soit Justin Trudeau, que ce soit même Erin O'Toole, peut-être à ses dépens, comme chef du Parti conservateur, a épousé en plan vert, certes Jagmeet Singh et le NPD, mais quelle ironie que la chef du Parti vert, Annamie Paul, elle a connu une cuisante défaite dans sa circonscription. Et pourquoi? Justement pour la politique étrangère lors du dernier conflit israélo-palestinien. Elle a pris position ainsi que son chef de cabinet pour Israël et dans le vote populaire, le Parti vert a payé le prix dans cette élection. De plus, son rôle comme chef du Parti vert est en jeu maintenant, et je le dis comme quelqu'un qui connaît un des fondateurs, qui connaît personnellement un des fondateurs du Parti vert. Quelle ironie que la priorité du climat, des questions, des préoccupations climatiques et écologiques a souffert à cause d'une position de la part de Annamie Paul sur la politique étrangère. Aussi faut-il souligner, puisque vous l'avez mentionné, professeur Balthazar, le Bloc québécois. Le Bloc québécois tenait à décrocher 40 sièges. Or, 33, ils ont gagné un seul siège dans cette élection fédérale, de sorte que le Parti libéral du Canada dépasse le Bloc québécois au Québec. Le Bloc québécois ne peut pas prétendre que c'est le parti du Québec en conséquence. De plus, le Bloc québécois avait une occasion en or suite à ce qui s'est passé dans le débat anglophone, de sorte qu'il y avait l'unité de la part de l'Assemblée nationale contre l'animatrice, et pourtant, les résultats sont décevants à plusieurs égards. Et quand je pense aux origines du Bloc québécois, avec Lucien Bouchard en 1993, et j'ai fait un atelier idéologique aussi avec Lucien Bouchard, on avait décroché 54 sièges lors de cette élection, de sorte que Lucien Bouchard, quelle ironie, était chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Mais, par principe, ou peut-être, ou de façon symbolique, il ne voulait pas occuper la résidence du chef de l'opposition, Stornoway. Alors, on est loin. On est loin de 93, mais
Mais en revanche, quelle remontée, depuis qu'il est chef, M. Blanchet, du Bloc québécois, quelle remontée du désastre avec Martine Ouellette et le Bloc québécois, dont on prédisait la fin, la mort. C'est comme le phénix qui monte descendre. Et chose à souligner, le Bloc québécois sur la scène fédérale, le Bloc québécois est là pour rester. Oui, je suis d'accord avec vous là-dessus. J'aurais beaucoup de choses à dire sur le Bloc québécois, mais avant ça, vous avez souligné la question de l'environnement. Et là, il y a au Canada une hypocrisie fondamentale là-dessus. Hier, tout le monde était dans la rue. Hein? Hier, c'était la journée de l'environnement. Tout le monde est dans la rue. Tout le monde est favorable à la réduction des gaz à effet de serre, sauf quand on leur demande concrètement de le faire. Par exemple, de diminuer l'achat des automobiles qui sont consommatrices parmi les effets les plus importants des gaz à effet de serre. Personne ne bouge sur ce point-là. Et au Canada, il y a une chose qu'on ne dit jamais en campagne électorale et dans les discours, c'est que nos gouvernements sont profondément limités dans leur politique de lutte aux gaz à effet de serre parce que la richesse, le produit national brut du Canada dépend beaucoup de la consommation des gaz à effet de serre. Regardez les fluctuations du dollar canadien. Quand le pétrole se vend bien, le dollar canadien monte. Donc, nous produisons la production dépend des gaz bitumineux qui sont les plus polluants de la planète. Et une deuxième source de richesse du Canada, c'est l'industrie automobile du sud de l'Ontario. Alors, comment voulez-vous qu'on ait des trains rapides, des TGV, etc., quand l'économie du Canada repose sur l'utilisation de l'automobile? Et ça, on ne le dit pas. Je veux bien, moi, je serais bien d'accord qu'on ait une politique, comme le recommande d'ailleurs le NPD, de réduction, d'abandon de la production des gaz bitumineux. Mais ça, le gouvernement ne le peut pas, et le gouvernement ne le peut pas parce que la population ne le veut pas. Soyons, la population veut encore se promener dans ces automobiles, consommer du gaz à effet de serre. Alors, il y a quelque chose, moi, et je ne blâme pas tellement les gouvernements, je blâme la population, nous tous. Nous sommes tous en parole, mais en même temps, dès qu'on demande le moindre petit sacrifice là-dessus, M. Legault, par exemple, ici au Québec, on lui a demandé pourquoi il ne faisait pas comme en France, une taxe spéciale sur les camions, sur les voitures qui consomment davantage. Il a dit, le camion est un mode de vie pour beaucoup de nos concitoyens, on ne peut pas toucher à ça. Il y aurait moyen de le faire en exemptant ceux dont l'occupation dépend de l'utilisation d'un camion. Mais on sait qu'il y a des milliers de Québécois qui se promènent avec des véhicules qui sont l'équivalent des camions, très polluants, et qui n'auraient pas, pour qui ça n'est absolument pas nécessaire pour avoir une automobile moins polluante. Et on pourrait en avoir une au lieu de deux ou deux au lieu de trois. En tout cas, ça, c'est un scandale, comme vous savez, que l'augmentation des automobiles est plus considérable, je pense presque 2 fois plus considérable que l'augmentation de la population. C'est scandaleux, mais on ne fait rien parce qu'il faudrait un gouvernement drastique qui l'imposerait à la population tout en étant impopulaire. Mais par définition, un gouvernement ne veut pas être impopulaire. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Mais venons-en au Bloc québécois. Le Bloc québécois, vous disiez à juste titre qu'à plusieurs reprises, on a prévu son déclin, sa disparition. D'ailleurs, c'était même une erreur du Bloc lui-même, et je pense que M. Lucien Bouchard lui-même disait ça. Le Bloc populaire est un parti temporaire.
Quand on fera l'indépendance, on n'en aura plus besoin, bien sûr, par définition. Mais on supposait que le Bloc populaire n'avait sa raison d'être qu'en raison du mouvement indépendantiste. Or, ce n'est pas le cas. Il y a eu dans le passé, bon, rarement, mais enfin, il y a eu un parti qui s'appelait Bloc populaire canadien et qui voulait pas faire... C'est ça, le Rondeau provincial et M. Maxime Raymond était chef du parti au fédéral. Ça n'a pas duré longtemps pour toutes sortes de raisons, mais ça n'était pas associé à l'indépendance. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, ce qui est assez remarquable du parti de M. Blanchette, c'est qu'il n'est plus indépendantiste dans les faits. Évidemment, ils ne le diront pas, mais les campagnes ne sont pas faites sur l'enjeu de l'indépendance. Les Québécois n'ont pas voté Bloc québécois en si grand nombre à la dernière élection parce qu'ils voulaient l'indépendance. Donc, comme vous le dites, ce parti-là peut demeurer longtemps dans la mesure où le Québec est une société distincte, a des enjeux, des ambitions, des politiques très différentes de celles du reste du Canada. Alors qu'un parti soit là pour défendre les intérêts du Québec, personne ne peut s'objecter à ça et ça demeurera toujours nécessaire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, contrairement à ce qu'on pense souvent dans le reste du Canada, c'est que ça n'est pas un parti qui nuit à la cause canadienne comme tel. Ça n'est pas un parti qui oublie le bien commun, parce que dans le passé surtout, il est arrivé que le Bloc québécois a adopté des politiques assez souvent qui étaient bonnes pour le reste du Canada aussi. Il ne s'agit pas d'un parti qui va défendre les intérêts du Québec aux dépens du reste du Canada. Le Québec peut avoir des intérêts sans que cela nuise nécessairement aux autres provinces canadiennes. Il est même arrivé dans le passé que M. Duceppe ait été félicité pour ses politiques dans les éléments de gauche au Canada, même des membres du NPD, parce qu'elles étaient bonnes pour l'ensemble du Canada. Et il faut dire que ça s'est perdu un peu. Il y a un esprit qui existait au Bloc québécois que j'aimais beaucoup. Un esprit ouvert, un esprit internationaliste, un esprit qui favorisait la multiethnicité à l'intérieur des députés du Bloc. Vous pensez à Jean Dorion? Oui, ben oui, voilà, Jean Dorion et plusieurs autres, Maria Mourani. Il y a eu beaucoup de personnes d'origines diverses à l'époque de Gilles Duceppe. Gilles Duceppe aussi s'intéressait aux enjeux internationaux. Il était assez compétent là-dessus. Il avait son mot à dire au moment de la guerre en Irak, par exemple. On ne voit plus ça au Bloc à l'heure actuelle. Et le Bloc représente, moi, ce que je reproche au nationalisme présent, un petit peu confiné aux Québécois d'origine canadienne-française. Et si vous regardez, d'ailleurs, c'est assez impressionnant. Vous avez dit le Bloc n'a pas progressé. Malgré tout, si vous regardez la carte du Québec, tout le monde sait que Montréal est un cas différent. Le Bloc n'est pas représenté. D'ailleurs, le gouvernement Legault lui-même n'a pas d'antenne à Montréal. Alors, partout dans le reste, vous voyez des grandes taches de bleu pâle et le Bloc, si on accepte Montréal et la ville de Québec qui a voté conservateur, mais pour le reste, c'est un grand champ de bleu pâle. Je voudrais parler aussi, bon, évidemment, le Bloc n'a pas atteint ses objectifs, mais son chef est très habile, très astucieux. Ah, un mot de ce qui a favorisé la montée du Bloc. C'est assez remarquable. Les Québécois sont très sensibles à ce qu'on pense d'eux et sont très sensibles pour avoir été longtemps une minorité, parfois exploitée, parfois colonisée dans le passé.
Donc, les Québécois francophones sont ont l'épiderme très sensible. Et par exemple, au référendum de 95, l'enjeu, c'est qu'on avait été mis de côté au moment de la Constitution en 1982 et qu'on avait été, pour ainsi dire, bafoué, insulté, humilié au moment du rapatriement pas du rapatriement, au moment des accords du lac Meach, où des premiers ministres s'étaient engagés à réformer la Constitution et à la fin, parce que les Canadiens ne le voulaient plus, tout ça est tombé et ça a été l'enjeu. Autrement dit, si jamais le Québec fait l'indépendance, c'est parce que on va les persuader que le reste du Canada les bafoue, les insulte. Et là, c'est arrivé un peu avec cette question maladroite de Mme Curl. Maintenant, je veux nuancer quand même. Cette question était maladroite, les Québécois se sont sentis insultés, bon, tout ça se comprend très bien. Mais quelle était sa question? On l'a mal compris, puis on l'a déformé. La question n'impliquait pas que les Québécois étaient racistes. La question demandait à M. Blanchet, pourquoi vous n'acceptez pas le racisme systémique? Monsieur Legault, plusieurs au Québec n'aiment pas l'expression racisme systémique, même si dans les faits, on constate qu'il y a un système qui produit du racisme. On l'a vu auprès des Autochtones récemment de façon assez évidente. Alors, c'était ça la question. Alors, la première partie de la question. Alors, on pourrait discuter de ça. M. Blanchet aurait pu dire non, je ne suis pas d'accord avec le racisme systémique, etc. Mais ça ne disait pas, vous, les Québécois, vous êtes des racistes. La deuxième partie de la question, c'était pourquoi appuyez-vous des législations discriminatoires comme la loi sur la laïcité et comme la loi 96 sur la langue française. Bon, la loi sur la langue française, elle n'est quand même pas discriminatoire, mais quand même, il y a des gens à Montréal, beaucoup d'anglophones de Montréal, qui jugent la loi 96 discriminatoire. Bon, c'est un fait. Je ne crois pas qu'ils aient raison, mais c'est un fait. Quant à la loi 21, on peut être d'accord, mais beaucoup de gens, dont je suis, n'aiment pas cette loi, la jugent discriminatoire, comme l'a déclaré un juge, le juge Blanchard. Donc, dire que la loi 21 est discriminatoire, c'est discutable, on peut être contre, mais ça n'est pas une offense à la nation québécoise que de dire ça. Alors, ça montre que les Québécois sont très sensibles et on a vite simplifié la question et on a dit c'est du Québec bashing, le reste du Canada nous accuse d'être racistes. C'est peut-être vrai que le reste du Canada pense ça, mais ça n'était pas tout à fait ça dans la question. Mais c'est beaucoup demandé à une population de faire les petites nuances que je viens de faire. Et sur le plan politique, pratico-pratique, oui. Ça n'a pas aidé le Bloc québécois pour autant que 33 sièges. Oui. Un gain net d'un seul siège. Mais on peut supposer que le Bloc en aurait perdu quelques-uns. Avant que cela arrive, il aurait peut-être été réduit à 25. Et une autre chose qu'il faut mentionner de cette campagne, l'appui inconsidéré de M. Legault au Parti conservateur. Une chose qui s'est rarement faite dans l'histoire du Québec. Et un appui dont je dois dire qu'il était très maladroit. Parce que M. Legault lisait les sondages comme tout le monde. Et la possibilité que M. O'Toole gagne l'élection était très faible. Parce que même si on prévoyait un parti minoritaire, étant donné la répartition des sièges,
M. Trudeau, même avec un vote inférieur à celui du Parti conservateur, gagne plus de sièges. Donc, à 2 semaines de la fin, les sondages nous révélaient presque tous un gouvernement Trudeau minoritaire. Ce qui s'est passé, les sondages ont eu parfaitement raison cette fois-ci. Donc, de s'aventurer comme ça, sachant que le prochain gouvernement serait probablement un gouvernement de M. Trudeau, et de recommander voter conservateur, c'était très maladroit. C'était aussi, je pense, un petit geste de démesure. M. Legault est très populaire. Il est à peu près sûr de gagner la prochaine élection. Il croyait peut-être que sa popularité lui permettait d'agir à son goût. Et on a vu son penchant conservateur se manifester. Il aimait mieux le Parti conservateur parce qu'il était plus respectueux de l'autonomie du Québec. Mais en même temps, il oubliait de reconnaître que M. Trudeau, tout centralisateur soit-il, dans la bonne tradition du Parti libéral et de son père, malgré tout avait fait des pas du côté du Québec. La reconnaissance, d'abord, la reconnaissance que la loi 96 était tout à fait légitime, la bonne volonté quant à la langue française, reconnaissance que la langue française est en déclin dans l'ensemble du Canada. Il est venu tout près d'accepter que le gouvernement fédéral soit soumis à la loi 101 sur le territoire du Québec. Et puis, cet accord sur la politique des garderies. M. Trudeau promettait un système de garderies à travers tout le Canada et 6 milliards inconditionnels de compensation pour le Québec. C'était strictement dans la ligne d'un des articles de l'accord du Lac-Meach qui prévoyait, dans des programmes dont le Québec voulait se retirer, une juste compensation financière inconditionnelle. Et c'est ce que M. Trudeau a fait. C'était beaucoup de la part d'un gouvernement centralisateur. J'en conviens, professeur Balthazar, mais je vous dirais en contrepartie, le fer de lance pour ce qui va venir, ce sont le transfert des paiements fédéraux pour les soins médicaux. Voilà. Et ça sera l'enjeu, la priorité numéro 1 du Bloc québécois, de M. Blanchet, qui a déjà fait appel à tous les partis fédéraux. Et là, c'est le fer de lance et on revient. Il ne parle pas de souveraineté, il ne parle pas d'indépendance. Et c'était le point d'honneur pour Martine Ouellet, qu'il fallait parler d'indépendance, qu'il fallait parler de souveraineté. Et on l'a largué, et pas à peu près non plus. Or là, on voit très bien la stratégie de Blanchet, que les paiements fédéraux pour les soins médicaux, ça sera le fer de lance, et chaque province, chaque premier ministre des provinces il a un auditoire. Alors ça, c'est très important et c'est là où il rejoint Legault qui insistait pour cette autonomie de la part du gouvernement du Québec. Et je veux insister aussi qu'on n'a pas beaucoup parlé du Parti conservateur. Le Parti conservateur a fait même si le vote populaire était semblable et très fort, mais a eu des pertes et des pertes importantes dans le Grand Toronto, des pertes, et ça c'est révélateur, des pertes, croyez-le ou non, dans l'Alberta, là où les libéraux fédéraux et le NPD, et en revanche, le Parti conservateur a fait des gains dans les maritimes, et ça c'est très important. Si on veut qu'il y ait un premier ministre conservateur, rappelons que Brian Mulroney et le Parti conservateur étaient très forts dans les maritimes. Donc, Erin O'Toole, le fait qu'il voulait se mettre au centre de l'échiquier politique, ça lui a coûté. Mais il veut
étendre le réseau conservateur pour revenir en quelque sorte aux racines de Brian Mulroney, qui a permis la victoire et un gouvernement majoritaire. Mais M. O'Toole n'est pas Brian Mulroney. Ouais. Il faut se rappeler que M. O'Toole a été élu contre M. Mackay, qui était, lui, dans la tradition de Brian Mulroney. Et une chose que l'élection nous révèle, un peu à l'image des États-Unis, c'est que le Parti conservateur, un peu comme les républicains aux États-Unis, perd tous ses appuis dans les villes. Il n'est pas un parti de ville. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi pour M. Legault, mais pour toutes sortes de raisons électorales, il est toujours très fort au Québec, mais c'est assez remarquable. Regardez les grandes villes du Canada, Montréal, Toronto, Vancouver, Parti conservateur à peu près absent, Calgary et Edmonton, comme vous le disiez, le Parti conservateur a perdu des sièges. Donc, de plus en plus, la carte du Canada va ressembler à celle des États-Unis, des régions rurales très conservatrices et des régions urbaines libérales. Et avec la progression démographique des régions urbaines, ça n'augure pas bien pour le Parti conservateur. Du moins, sous la forme d'un parti qui unit l'ancien Reform Party ou Alliance Canada au parti progressiste conservateur d'autrefois. En passant, j'ai fait un atelier dialogique avec Preston Manning voilà. et son épouse Sandra, un couple charmant et très, très informé. Hein. Je crois qu'il faut dépasser les caricatures, des stéréotypes des premiers ministres, mais je veux revenir sur le Bloc québécois, sur François Legault et vous avez tous sûrement lu une chronique de Mathieu Bock-Côté qui parlait de Maurice Duplessis et qui parlait de l'époque que la raison que François Legault est champion en quelque sorte du Québec, c'est parce qu'il lutte, Maurice Duplessis luttait pour la survivance. Et là, j'étais fort étonné de prendre le paradigme politique du Québec avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant l'époque Duplessis et de la transposer dans la suite de ces élections fédérales comme si on était toujours à l'époque du Canada français et d'une mentalité de la survivance et de faire fi de toute l'évolution qui s'est passée de ce passage du Canada français au Québec postmoderne en 2021, je crois qu'il y a là raison de questionner une telle logique articulée dans cette chronique de Mathieu Bock-Côté qui, croyez-le ou non, invite François Legault à imiter et à retourner à l'époque de Duplessis et d'imiter, de miroiter Maurice Duplessis. Ceux qui ont mon âge ont un très mauvais souvenir de Maurice Duplessis. Maurice Duplessis était l'emblème d'une société d'ancien régime. Une société hyper conservatrice. Évidemment, c'est à ça que Mathieu Bock-Côté pense. Il est un nationaliste très conservateur et fait partie d'ailleurs d'une génération qui est allée jusqu'à mettre en doute la Révolution tranquille. C'est du genre, oh, il y a eu des petits changements, mais au fond, le Québec est en continuité. Ben, ceux de ma génération, la plupart d'entre nous qui avons vécu la Révolution tranquille, qui incarnaient des changements majeurs, qui ont mis du temps à se réaliser dans les mentalités, mais des changements d'orientation du nationalisme et des changements dans les institutions
qui était majeur. Et c'est ce que je reproche, moi, essentiellement au nationalisme contemporain, c'est qu'il devient canadien-français, comme vous dites, replié sur l'ethnie canadienne-française, et ça n'a aucun sens, parce qu'étant donné le déclin démographique, le Québec ne survivra, c'est une évidence, qu'en raison des apports de l'immigration. Et je trouve ça merveilleux, soit dit en passant, le nouveau visage de Montréal, où on parle encore, même si on se plaint que la langue française décline, où on parle encore très français, et le français est parlé par une multitude de personnes de diverses origines. Moi, je trouve que c'est un joyau, c'est un progrès remarquable, mais beaucoup au Québec s'inquiètent de ça. On fait la bataille contre le multiculturalisme, par exemple. Avec raison, parce que la loi conçue par le gouvernement fédéral en 1971 était une loi qui voulait comme avaler la culture québécoise dans un ensemble multiculturel canadien. Bien sûr, c'est inacceptable. Noyer le poisson dans l'eau. Voilà, mais cela dit, en soi, l'idée de multiculturalisme, c'est une idée progressiste. Et moi, je veux un Québec qui soit... D'ailleurs, nous avons notre propre modèle, l'interculturalisme, ce dont Mathieu Bock-Côté ne parle jamais. L'interculturalisme, qui est notre façon à nous de dialoguer avec les cultures migrantes et de faire en sorte qu'il en ressorte une nouvelle culture québécoise, transformée, évolutive, très différente de ce qu'était notre culture canadienne-française d'autrefois. Moi, j'ai vécu cette période-là que je trouve fascinante. Hein? Nous sommes partis de très loin et notre culture a évolué considérablement et pour le mieux. Je préfère de beaucoup la richesse culturelle du Québec d'aujourd'hui de celle de l'époque des années 40 alors que j'allais à l'école. Alors, et je signale dans cette chronique de Mathieu Bock-Côté, publiée dans le Journal de Montréal, qu'on retrouve toujours aujourd'hui sur le site web du Journal de Montréal, il dit que Maurice Duplessis était, entre guillemets, complexe. Pourrait-on pas dire problématique? Et si Maurice Duplessis était tellement en faveur d'un Québec fort qui prend sa place, avec Maurice Duplessis, on était toujours avec Shawinigan Light and Power. Vrai, et les banquiers et les financiers anglophones qui contrôlaient tous les leviers de l'économie au Canada français de Maurice Duplessis. Voilà, vous avez raison. C'était en mariage entre Duplessis et les intérêts économiques anglophones. Et voilà pourquoi, croyez-le ou non, j'ai fait un atelier idéologique avec le docteur Jacques Parizeau. C'est sous ce jour économique qu'il a su que le Québec devait prendre les leviers du pouvoir économique monétaire pour assurer son avenir. Vous savez, Michel Nadeau, qui malheureusement est atteint d'un cancer, qui a été autrefois journaliste au Devoir, qui a été à la Caisse de dépôt et placement. Fondé par Jacques Parizeau. Oui, voilà, signalait le progrès remarquable du Québec sur le plan économique. Et cela dit, il faut dire que Duplessis a eu raison de défendre l'autonomie du Québec. Cependant, c'était un concept vide. On le lui reprochait à l'époque. On disait, il veut l'autonomie, mais il veut rien faire avec. Il veut l'autonomie, que le gouvernement fédéral n'intervienne pas pour donner de l'argent aux universités, mais lui-même ne finançait pas les universités à la hauteur de ce qui était nécessaire. Alors, oui, il faut l'économie. C'est un peu comme la liberté. Bravo pour la liberté, mais utilisons-la à bon escient. Alors, bravo pour l'autonomie, mais faisons quelque chose. Et c'est précisément ce qu'on a fait durant la Révolution tranquille.
Mais malheureusement, cela a tendance à s'oublier. Dans les faits, non, mais en pratique, dans le discours, moi, quand j'entends M. Legault se dire qu'il est bien heureux de se faire comparer à Duplessis, cela m'inquiète à plus d'un titre. Et quand je lis une chronique comme celle de Mathieu Bock-Côté, je me demande dans quelle mesure est-ce qu'on favorise une lecture anachronique de l'histoire du Canada français, une lecture anachronique du Québec, la Révolution tranquille, du Québec moderne et postmoderne. Et ça, je veux bien qu'il a un système de pensée, Mathieu Bock-Côté, mais il faut que l'histoire et les faits et les données historiques informent ce système de pensée. Oui. Pour revenir à l'élection fédérale, voyez, une autre chose que M. Legault s'est fait reprocher, et avec raison, la députée Catherine Dorion a eu cette formule. Monsieur Legault, vous avez préféré le béton à nos enfants, parce que finalement, O'Toole promettait l'appui au troisième lien, tandis que Trudeau, lui, promettait 6 milliards qui pourraient être utilisés pour renforcer les garderies. Je veux revenir aussi sur le fait que M. O'Toole est plus favorable à l'autonomie du Québec que M. Trudeau. C'est vrai de tous les gouvernements conservateurs. M. O'Toole, finalement, est favorable à l'autonomie et c'est beaucoup plus facile pour un gouvernement conservateur qui, par définition, est non interventionniste. L'idéologie, la philosophie conservatrice veut qu'un gouvernement intervienne le moins possible dans la trame de la société et laisse le marché, le libre marché fonctionner. Donc, avec cette philosophie-là, il est plus facile, ça a été le cas dans le passé très souvent, il est plus facile aux conservateurs de dire au Québec, ben, faites ce que vous voulez, nous n'interviendrons pas. Tandis que les libéraux qui penchent, comme les néo-démocrates d'ailleurs, penchent davantage pour l'intervention sociale, ben, eux sont tentés d'intervenir dans des politiques, dans les politiques qui touchent la population. C'est un peu le problème du gouvernement fédéral parce que ses compétences sur le transport, sur la politique étrangère, sur les finances du pays, sont pas des compétences qui touchent la vie concrète des gens. Ce à quoi les gens pensent, c'est leur santé, l'éducation de leurs enfants. Ça, c'est des questions fondamentales qui activent le vote. Alors, les fédéraux sont bien tentés d'intervenir dans ces champs de compétences. Est-ce que ça aurait été tellement mieux avec M. O'Toole sur le plan de l'autonomie? Peut-être quelques gains, mais quand les Québécois regardent l'époque de Stephen Harper, qui promettait beaucoup à cet égard, qui a été élu d'ailleurs, qui a gagné des sièges au Québec, c'était en 2011, je pense, ou l'élection d'avant. En tout cas, il y a un moment où c'est en 2006, où il avait fait un discours à Québec disant qu'il était contre le déséquilibre fiscal, qu'il allait réformer les choses, qu'il allait accorder un siège au Québec à l'UNESCO. Alors, tout ça plaisait beaucoup. Mais le bilan de l'administration Harper pour les Québécois, il n'est pas très rose, sur le plan culturel en particulier. Donc, il n'est pas si sûr que ça qu'il aurait été beaucoup plus facile d'avoir une augmentation des transferts fédéraux avec O'Toole par rapport à M. Trudeau. Mais de toute façon... Pour boucler la boucle. Comme vous le dites, ça va être le grand dossier du Bloc québécois à venir. Vous avez raison, oui.
Pour boucler la boucle, puisque je suis conscient qu'on arrive à la Le fin. temps passe, oui. Et vous avez parlé, professeur Balthazar, pourquoi la politique étrangère ne figurait pas davantage dans cette campagne. Vous avez entièrement raison. Vous venez de mentionner Stephen Harper, des promesses en campagne électorale, mais dans les faits, il a levé le nez à l'ONU. Le Canada a perdu son siège sur le Conseil de sécurité et il a fait fi de cette conscience, de toute cette tradition de Lester B. Pearson, le Canada engagé pour la paix aux quatre coins du monde dans la mesure du possible. Donc, je crois qu'il faut signaler aussi, et vous aviez raison, professeur Balthazar, de souligner, il y a des belles paroles pour l'environnement, il y a des promesses pour l'éducation. Et à la fin de cette campagne, que disait Blanchet, le chef du parti du Bloc québécois? On a fait tout ça pour les mêmes résultats. Pourquoi faire cette élection? 610 millions de dollars qu'on aurait pu investir en éducation, dans les systèmes de ventilation, dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, pour justement mater la propagation de la COVID, ou encore dans les études supérieures, ou dans les Premières Nations, qu'on dit ça va être autre chose entre le gouvernement fédéral et les Premières Nations. C'est ce que disait Justin Trudeau. Est-ce qu'il y a tant de différences avec un gouvernement fédéral sous l'égide de Justin Trudeau? Et quand on parle de santé, 610 millions de dollars, alors qu'on est toujours en crise pandémique, on aurait pu bien s'en prévaloir. Et surtout, il avait promis des changements sur le plan climatique, sur les préoccupations écologiques. 610 millions de dollars qu'on aurait pu investir pour le bien écologique du Canada. Voilà. Je pense que ça conclut bien. Alors, merci à vous, Monsieur Drolet. Merci à Radio Infocité et surtout au politicologue Louis Balthazar, professeur retraité de l'Université Laval et en passant, sous l'égide de Maurice Duplessis, l'Université de Montréal restait officiellement une succursale de l'Université Laval. C'est-à-dire, c'est passé vers un petit peu avant Duplessis, vers 1927, oui. Mais dans l'esprit de Duplessis, ça ne pesait pas beaucoup. Voilà. On pourrait aussi souligner que M. Balthazar est également un auteur de plusieurs œuvres littéraires disponibles encore sur plusieurs plateformes que vous pouvez lire ou d'ailleurs, vous pouvez aller chez votre libraire du coin, demander de ses œuvres. Vous allez voir, il y en a encore des œuvres encore très intéressantes à vous procurer. Parmi les titres qui me viennent à l'esprit, c'est Le Québec et la reconstruction du Canada, le nouveau bilan du nationalisme du Québec ou 30 ans de politique extérieure du Québec. Il y a beaucoup d'œuvres comme ça que vous avez produites. Le Québec dans l'espace américain. C'est votre dernière œuvre, celui-là? Okay. Non, mais un petit peu avant. Mais je tiens à souligner que j'ai travaillé beaucoup sur les relations canado-américaines. Et d'ailleurs, je lance le défi à vous, Monsieur Drolet, et à Radio Infocité, de réinviter le professeur Balthazar et moi pour parler de l'évolution entre religion et politique aux États-Unis. D'ailleurs, lui et moi, on échange beaucoup là-dessus. Voilà. Bon, ben, on a trouvé ça être le prochain sujet pour la prochaine rencontre. Mais comme on a décidé de limiter ça à une certaine durée de temps et on a déjà atteint ce chronomètre, on vous dit merci à vous deux. Et on vous souhaite bonne journée à tout le monde et on se reparle pour une autre entrevue dialogique avec monsieur professeur Normand Cornette sur Radio Infocité. Au revoir, professeur Balthazar. Au revoir, monsieur Drolet. Merci.